Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une brigade de lutte contre la fièvre Ebola, c'est une initiative de la mairie de Yamoussoukro. Elle a pour mission de sensibiliser les populations et de veiller au respect des mesures de prévention prises par le gouvernement. Mamadou Kwasi. Ils sont 22 agents pour cette première brigade. La police municipale de Yamoussoukro se donne de nouvelles missions, celle de participer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces agents de la police municipale vont veiller également au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pendant 4 semaines, ils ont bénéficié de formations militaires et de renforcements de capacités dans le domaine sanitaire. Cette brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola va également sensibiliser la population sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le préfet de région André Eponou félicite l'initiative de la mairie de Yamoussoukro. Il exhorte les agents de la brigade à traquer tous les contrevenants au respect des mesures d'hygiène. Pour le maire de la ville de Yamoussoukro, il faut sortir du rôle classique de la police municipale. Il faudrait donc, selon lui, permettre à ces agents de participer au respect des principes de la vie. Aux éléments de la brigade, Jean Kwaku Nyanangbe demande de traduire en actes les acquis de cette formation. Il faut rappeler que pendant 4 semaines, les 22 éléments ont bénéficié de l'assistance militaire de la garde républicaine de Yamoussoukro, et ce, sur la bonne conduite, les règles de transparence militaire et les techniques indicatives opérationnelles rapprochées. Le 6 septembre prochain auront lieu les élections départementales au sein du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le secrétaire général adjoint du parti chargé de l'organisation et de l'administration était face à la presse ce vendredi. Pour en parler, Gilbert Kafana Kone a expliqué l'organisation pratique de ce scrutin. Ben Touré, Abou Sanogo. Le 6 septembre prochain, 239 000 électeurs du Rassemblement des Républicains éliront leurs différents secrétaires départementaux. Mais avant, les candidats, eux, sont reçus par le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de l'administration. Gilbert Kafana Kone dit voir en ces élections non pas une source de division, mais l'exercice de la démocratie. Si nous voulons que le parti, à toutes les échéances, sorte fort et qu'il ait des élus partout pour être le premier parti, mais il nous appartient chaque fois que nous avons une responsabilité sur le terrain de faire en sorte à ce que nous puissions rassembler. L'enjeu, c'est de choisir les responsables qui vont diriger le parti dans les différents départements pour l'objectif que nous attendons 2015, le renouvellement du mandat du président Alassane Ouattara. Dans un souci de transparence et de neutralité, la direction du parti va s'appuyer sur le fichier électoral de 2008. Plusieurs facteurs ont motivé ce choix. Nous avons demandé l'actualisation des comités de base. Malheureusement, nous avons rencontré 2 difficultés. La première des difficultés, c'est que nous avons commencé à assister à l'exclusion de certaines personnes compte tenu de l'adversité qui est née des élections. La deuxième difficulté, même si nous avions les données en temps, pour faire la saisie et faire en sorte à ce que nous ayons un fichier prêt pour les élections, cela n'était pas possible. Nous avons donc nous résoudre à prendre le fichier de 2008, qui celui-là a été fait dans des conditions tout à fait neutres. Le seul objectif était d'implanter le parti et d'aller aux élections. Les électeurs pourront exprimer leur droit de vote dans l'un des 743 bureaux répartis sur 438 localités. Le verdict des urnes sera livré le 9 septembre prochain au siège du RDR à la rue L'Épic. Les populations d'An ont organisé récemment des cérémonies éclatées d'hommage au président de la République. C'était au cours d'une visite du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, dans le Tonkui. Une visite pour inaugurer certains ouvrages impulsés par la politique du développement du chef de l'État. Serge Koléa. Après la crise traversée par la Côte d'Ivoire, la région du Tonkui renaît. Construction d'écoles, reprofilage des routes, addiction en eau potable, électrification des villages sont quelques-unes des actions importantes posées par le chef de l'État qui redonne joie et sourire aux populations.
La tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritakus, est une occasion pour ces populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Les réalisations du président de la République, traduites par le Conseil régional, contribuent, indiquer les populations, à leur donner un mieux-être. À Gopoupleu, Blé-Pleu, Boguiné 2, Grand Houleux et autres localités, des manifestations ont marqué le soutien du Tonkpi aux actions du président de la République. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritakus, appelle à un soutien massif au président de la République. Des villages vont bénéficier d'électrification à l'occasion de l'interconnexion avec le Libéria, la Guinée. Dans les 2 ans, tous les axes qui relient nos principaux villages et les chefs-lieux de pays ruraux justement vont bénéficier donc de routes praticables presque en toute saison. Il y a aussi le bitumage de la voie qui quitte Zonien pour aller à Toulépleu, qui est avancé dans ses préparatifs. Et puis il y a le financement qui est acquis pour le bitumage de l'As d'Anané, donc frontière de la Guinée. Et puis il y a la question de l'eau potable. Le gouvernement a donc pris un décret il y a quelques 3 semaines pour mettre à la disposition 3 milliards acquis auprès de la BID pour l'hydraulique villageoise améliorée dans le district des montagnes. Donc il y a bien de choses qui sont en cours. Je pense que les choses se passent assez bien et la région est confiante et mobilisée autour du président de la République. Le Tonkpi se met à la disposition du chef de l'État, salue le développement qui s'opère dans la région et entend surtout accorder un autre mandat au président de la République. Les femmes du village de Daboré, dans le département de Divo, ont décidé de lutter contre la pauvreté en étant autonomes au plan financier. Elles sont constituées en association et cherchent à faire financer leurs projets. Et d'ailleurs, certains de ces projets pourront peut-être être réalisés puisque ces femmes viennent de recevoir du matériel pour le faire. On en parle avec Mamadou Kwasi. Daboré, village situé dans le département de Divo, ne veut pas rester en marge de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et les femmes veulent prendre une part active dans cet engagement. Mais pour elles, seule l'unité et la solidarité pourraient leur permettre d'atteindre cet objectif. D'où la mise sur pied de l'association Awalé, une association regroupant les femmes de différentes couches sociales et d'appartenances politiques et religieuses diverses, spécialisées dans la culture vivrière et celle du riz. Les femmes, à travers leur porte-parole, souhaitent bénéficier du soutien des cadres pour accroître leur production, pour assurer leur prise en charge socio-économique. Un engagement salué par le parrain de la cérémonie, le docteur Famoussa Koulibaly, vice-président du conseil régional du Logibwa et par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Il leur a demandé de renforcer davantage les liens de solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Le docteur Famoussa Koulibaly invitait aussi les hommes à soutenir les actions des femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire en général, mais celui de la région de Logibwa en particulier. Pour appuyer l'initiative de l'association Awalé de Daboré, plusieurs dons ont été faits, dont une broyeuse. La communauté musulmane de Daboré a reçu du parrain de la cérémonie, le docteur Famoussa Koulibaly, 2 tonnes de ciment pour la finition de sa mosquée. Un mot de religion, les fidèles du ministère de la prière vivante fêtent ses 10 ans d'existence. Elle vient de recevoir à cette occasion un temple flambant neuf. C'est un don de l'apôtre Kwasi Kwadwo Bruno. Ben Touré et Serge Gangoumé nous en parlent. La Cité de la Lumière, tel est le nom de la maison de Dieu que l'apôtre Kwasi Kwadwo Bruno a offert récemment à ses fidèles. Un don qui survient alors que le ministère de la prière vivante, MPV, commémore ses 10 ans d'existence. Par mon intelligence, j'ai douté. Par ma sagesse, je ne croyais même pas. Sur sa parole, Dieu m'a permis de commencer avec un noyau de personnes. Nous étions tous aussi déplacés et je leur ai partagé la vision. Une commémoration à laquelle ont pris part des hommes de Dieu venus de divers horizons pour témoigner de leur amitié, de leur fraternité aux fidèles du MPV. Et le témoignage du pasteur venant de la guerre, ayant tout perdu et après 10 ans arrivé à ce niveau, ça démontre la souveraineté de Dieu.
J'ai donné l'exemple du livre de Daniel au chapitre 4 d'un roi que Dieu avait élevé, le roi Nebuchadnezzar, mais par manque de reconnaissance est retombé plus bas qu'il n'en était, au point qu'il a fallu qu'il revienne à lui pour qu'il puisse reconnaître que ce qu'il avait reçu lui venait de Dieu et Dieu l'a élevé. Donnons gloire à Dieu, c'est le thème qui a été décortiqué 5 jours durant par plusieurs hommes de Dieu venus d'ici et d'ailleurs. La Cité de la Lumière a une capacité de plus de 1000 places avec un ministère qui avoisine les 500 fidèles. Je rappelle donc que les fidèles du ministère de la prière vivante fêtent leurs 10 ans d'existence. Direction l'Occident, les tensions existent toujours entre l'Ukraine et la Russie. Les pays occidentaux condamnent l'engagement de Moscou dans une dangereuse escalade. Des partisans ukrainiens ont manifesté devant l'ambassade d'Allemagne pour protester contre la position de la chancelière allemande Angela Merkel dans la crise ukrainienne. Cette manifestation est dédiée à Madame Merkel. Le peuple d'Ukraine veut s'assurer que le pacte Molotov-Ribbentrop qui a été conclu il y a 75 ans ne se renouvellera pas une nouvelle fois. La chancelière est arrivée samedi matin à Kiev pour une visite hautement symbolique, alors qu'un conflit armé se déroule dans l'est du pays avec des séparatistes pro-russes. Sa visite, qui intervient à la veille de la fête de l'indépendance, est interprétée comme un vif soutien. Suite à ces discussions avec le président Porochenko, la chancelière a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu accepté par les deux camps. Il ne peut y avoir un retour au calme, a-t-elle déclaré, sans un meilleur contrôle des frontières. Les appels lancés par Washington ont-ils été entendus? Le convoi de camions qui avait pénétré en territoire ukrainien jusqu'à Lugansk, bastion de la rébellion, a repassé la frontière dans le sens inverse, mais accusé par Kiev d'avoir emporté du matériel militaire ukrainien très sensible. Pour les Occidentaux, la Russie joue avec le chaud et le froid. Les Ukrainiens signalent ces choses depuis le début de la crise, sans fournir de preuves à leurs allégations. Vous savez, parfois il semble qu'il n'y a pas de hiérarchie à Kiev. Ce jeu ne peut pas continuer indéfiniment. Le Pentagone a été très clair sur les provocations russes. Notre position est très claire. Ils ne peuvent faire cela sous couvert d'un convoi humanitaire comme prétexte pour franchir une frontière de manière non autorisée. Donetsk, la place forte des rebelles pro-russes, a été la cible de bombardements meurtriers. Des impacts d'obus sont visibles sur les façades des maisons. La mairie a fait état de 3 civils tués. L'actualité en bref dans le monde, nous irons aux États-Unis, en Syrie, en Israël, au Yémen, mais tout d'abord, rendons-nous en Irak, théâtre de violence. En Irak, des miliciens chiites ont tiré vendredi contre une mosquée sunnite dans le nord-est de Bagdad. 70 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées. Cette attaque intervient en pleine tractation pour former un gouvernement et au moment où le pouvoir chiite a grand besoin de la minorité sunnite pour combattre les djihadistes de l'État islamique. Les États-Unis prêts à agir contre l'État islamique en Syrie en cas de menace. La Maison-Blanche a également indiqué vendredi que des frappes aériennes sur ce pays pourraient être nécessaires. Cette déclaration intervient alors que les raids américains des dernières semaines en Irak ont freiné la progression des djihadistes et que l'Occident est sous le choc de l'exécution sommaire du journaliste James Foley. 47e jour de guerre et toujours l'impasse, tandis que des tirs de roquettes visaient l'État hébreu, l'armée israélienne a frappé samedi 35 cibles dans la bande de Gaza. L'une des frappes a tué 5 membres d'une même famille palestinienne, dont 2 enfants. Le Premier ministre Netanyahou a promis une intensification des opérations, alors que pour la première fois depuis le début des hostilités, un enfant israélien a été tué vendredi par un obus tiré depuis le territoire palestinien. L'Égypte a annoncé samedi qu'elle allait organiser un nouveau round de négociations entre Israéliens et Palestiniens pour discuter d'une trêve durable à Gaza. Démonstration de force de la rébellion chiite au Yémen, des dizaines de milliers de partisans d'Ansarullah sont descendus vendredi dans les rues de Sanaa après la prière pour réclamer la démission du gouvernement accusé de corruption et l'annulation d'une récente augmentation du prix du carburant. Depuis dimanche, manifestations et sit-ins se succèdent, tandis que des milliers de membres armés de la rébellion chiite se sont positionnés autour de la capitale pour faire entendre leurs revendications. Le président français François Hollande est en ce moment à Moroni, aux Comores. C'est à la faveur du 4e sommet de la Commission de l'océan Indien.
C'est le second président français après François Mitterrand à se rendre aux Comores. Une visite de quelques heures. François Hollande achève son déplacement dans l'océan Indien en présidant la 4e commission de l'océan Indien. Un sommet qui rassemble 5 pays, la France par l'île de la Réunion, Maurice, Madagascar, les Seychelles et l'Union des Comores. Au programme, la question sensible du statut de Mayotte et de l'immigration comorienne. Elles sont nombreuses les victimes du visa instauré depuis 1994 entre les 3 îles et Mayotte, la 4e île des Comores. Aussi, d'autres personnes s'enrichissent sur le dos d'autres qui ne demandent pourtant qu'à exercer un des droits humains les plus élémentaires, à savoir la libre circulation des personnes dans le respect des conventions et traités internationaux. À cette interpellation, le président français répond par un discours centré sur les efforts mis en œuvre afin de trouver des solutions politiques et de développement économique dans la région. J'ai voulu porter un geste en venant ici qui était d'annuler encore la dette des Comores pour que nous puissions contribuer à l'assainissement de la situation budgétaire. Nous devons travailler ensemble. Et il n'y aura pas de lutte contre l'immigration clandestine s'il n'y a pas un combat pour le développement, et notamment pour le développement ici des Comores. François Hollande a également insisté sur la sécurité maritime, l'économie de la mer et le réchauffement climatique. Ce sont les autres dossiers prioritaires de l'engagement de la France au sein de l'océan Indien. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à toutes.